Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous accueillir ici, comme l'a dit Vincent. Avec Badr, on va essayer de vous présenter la solution et vraiment vous donner accès au moteur et à Driverless AI. C'est le but de la séance. Je suis Olivier Grelier, donc Kaggle Grandmaster. J'ai fait un peu tout dans ma vie. J'ai été développeur, j'ai été project manager, j'ai été trader. Et aujourd'hui, je suis dans le machine learning, data scientist chez H2O. Et je suis très heureux de vous présenter cette solution qui est vraiment exceptionnelle. Pour vous permettre de mettre les mains dans le cambouis, on va vous donner accès aux machines. Et pour ça, vous allez avoir besoin, je vais y arriver, vous allez avoir besoin d'aller sur... D'abord, première question, est-ce que vous avez tous accès au Wi-Fi? Tout se passe bien? Vous êtes tous connectés? Si vous avez un problème de connexion, vous pouvez demander à Vincent ou à Badr de vous aider à vous connecter. Donc vous devez aller sur... On a mis en place en fait un système qui s'appelle Aquarium. Comme on s'appelle H2O, ça tombe bien. Donc il n'y a pas de poisson dedans, mais on a des instances préinstallées, des images en fait Docker qui vont se mettre sur des instances AWS avec GPU notamment, et qui vont vous permettre d'utiliser la solution avec des jeux de données précis. Donc simplement aller sur aquarium.h2o.ai, simplement cliquer sur créer un compte. On va vous demander des détails, rien de très très personnel. Vous allez cliquer sur créer un compte, on va vous envoyer un mot de passe sur la messagerie que vous nous avez donnée, donc le mieux c'est d'y avoir accès. Sinon ça peut poser un problème. Voilà. Et une fois que vous êtes sur Aquarium, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez aller sur Browse Labs et choisir le lab qu'on a mis en place pour cette séance de formation. Ça va pour tous? De toute façon, Badr est là pour vous aider à vous connecter. Donc c'est une instance, le lab, c'est une instance qui contient un GPU, donc qui permet de faire des choses différentes, notamment du texte. Une fois que vous êtes sur Aquarium et que vous avez choisi le lab, vous allez pouvoir cliquer sur Start Lab. Et là, normalement, c'est magique, votre instance doit être opérationnelle immédiatement. Parce qu'on a préchauffé, enfin si je puis dire, on a pre-warmed vos instances, et donc vous allez les avoir directement. Simplement, la seule chose, s'il vous plaît, ne cliquez pas sur End Labs. Là, ça va tuer votre instance, et si vous refaites un start, vous allez mettre entre 5 et 10 minutes pour avoir une instance. C'est pour ça qu'on les préchauffe, en fait. Elles vous attendent, normalement. Je vais juste vérifier que c'est bien le cas. Oui, vous devez les avoir, il n'y a pas de problème. Ok, donc je vais vous parler un peu d'H2O pour vous laisser le temps de rentrer sur les instances, voir un peu ce que ça passe. Voilà, donc je suis Kaggle Grandmaster, donc comme on peut le voir, donc en fait je suis grand maître en discussion et en code. Comme vous êtes data scientist, vous vous dites, lui, il sait coder et il aime bien partager, donc ça tombe bien puisque je suis là pour partager Driverless avec vous. Et en compétition, j'ai gagné une compétition qui est Home Credit avec des amis. Et nous avons plusieurs Kaggle Grandmaster, on est 10 en tout, 11 peut-être maintenant, pour intégrer nos solutions dans Driverless. Alors l'idée évidemment, c'est que ces compétiteurs sont des gens aguerris qui utilisent leur bot secrète sur Kaggle notamment. Je ne sais pas si vous connaissez Kaggle. C'est un site de compétition où des sociétés nous donnent des jeux de données et une prédiction à faire.
Et nous sommes des milliers, parfois même jusqu'à 8000 compétiteurs pour essayer d'avoir la meilleure prédiction possible. À notre actif cumulé, les Grandmasters à H2O ont 745 compétitions, ça veut dire 745 jeux de données différents, des business cases différents, des vues différentes, puisqu'il y a énormément d'entreprises derrière. Et sur ces 745 compétitions, nous avons 110, enfin presque 110 médailles d'or, ce qui veut dire qu'on finit entre, au mieux, dans le top 1%, et souvent c'est plutôt le top 0,5% d'une compétition. Alors l'idée de ces Grandmasters, c'est d'apporter des solutions éprouvées, testées sur énormément de jeux de données, avec du feature engineering qui est comment dire, généralisable à beaucoup de business cases. Évidemment, c'est aussi de s'assurer que les modèles qu'on entraîne avec driverless puissent généraliser sur des données qu'on ne voit, sur les données de test, sur des données qu'on ne voit pas. Et ça, c'est quelque chose dans Kaggle qui est très important, puisque les gens vont être classés sur des données de test dont on ne connaît pas les prédictions. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est trop facile. Et donc l'idée, j'avais envie de dire, c'est de faire que driverless est waterproof pour une société qui s'appelle H2O. Ça paraît logique. Alors qui construit driverless? Parce qu'on vous parle souvent de driverless, on vous montre ce qu'on fait. Driverless est construit par des gens très divers en pratique. Nous avons des astrophysiciens, nous avons des data scientists évidemment, nous avons des machine learning engineers, parce que souvent le machine learning et la data science sont deux choses relativement différentes. On a des ingénieurs logiciels évidemment, parce qu'il faut que la plateforme tourne et qu'elle produise des pipelines, ce qu'on appelle des scoring pipelines que vous allez pouvoir mettre en production en un clic. Et nous avons des gens comme moi qui sont des competitive data scientists, donc eux c'est des fous de données, c'est des malades de la compétition, des accros, quoi, et qui essayent toujours de capter les dernières tendances et de les intégrer à driverless. Donc comme l'a dit Vincent tout à l'heure, on a deux types de suites de produits. On a les produits open source et le driverless. Je vais passer rapidement là-dessus. Driverless AI, pour vous bien vous donner une idée, c'est vraiment de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'on va faire de la régression et de la classification. Aujourd'hui, on ne fait pas de segmentation automatique, mais c'est dans les tuyaux. Parce qu'on a une roadmap qui est très agressive en pratique. On essaye d'intégrer de nouvelles choses parce qu'on est en contact avec nos clients tout le temps, on a des retours, et donc nos clients nous demandent des nouvelles choses et on essaye de les intégrer au plus vite. Donc driverless a différents connecteurs, donc Hadoop, SQL, ça peut être sur un local, un petit CSV ou un gros CSV, ça peut être du Amazon S3, enfin ce que vous voulez en pratique, on intègre des nouveaux connecteurs assez régulièrement. Les données, driverless les attend sous forme de table, avec un jeu de données qui est donc les attributs, soit de vos clients, soit des attributs individuels, ça peut être du traitement du signal, des sorties de capteurs, et le fameux Y qui est la target que driverless va devoir prédire. Quand vous rentrez dans driverless, vous avez une partie visualisation automatique qui va vous décrire les données que vous avez. Et ensuite, le gros du moteur, ça va être l'optimisation du modèle. Mais c'est une optimisation de modèle qui est très particulière. C'est un algorithme génétique. Et surtout, il va optimiser le modèle pour le feature engineering qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'en pratique, on va optimiser les deux choses en même temps. Souvent, quand on est data scientist, moi c'est ce que je fais souvent quand je suis sur Kaggle, je vais créer mes features, je vais
ensuite optimiser un modèle. Et puis je vais revenir plus tard, et puis je vais me dire, ah mais peut-être qu'en fait j'aurais pu créer une feature comme ça, avec tel et tel attribut, et le modèle n'est plus optimal pour le nouveau jeu de données que j'ai. Là, en pratique, le modèle est optimisé en même temps que vous créez les données, et que vous créez les features. Donc ça veut dire que le modèle est toujours optimum à chaque itération. Donc ça, c'est le gros du modèle. Ensuite, une fois que le driverless est entraîné, il vous donne un scoring pipeline que vous pouvez mettre en production. Ça peut être soit un modèle Java, soit un modèle Python, avec évidemment toutes les librairies qui vont bien. Comme ça, vous n'avez pas de surprise quand vous le mettez en prod et que vous devez faire des prédictions. On déploie on vous donne une documentation complète sur ce que Driverless a fait. Et on a toute la partie Machine Learning Interpretability qui vous permet de revenir vers les gens plus métiers pour leur expliquer comment le modèle fonctionne et quels attributs ont été les plus utiles pour prédire. Je vais peut-être vous montrer ce que ça peut donner sur une instance. J'en ai une toute prête. Sur les instances, vous avez deux façons de vous connecter. Vous pouvez vous connecter avec H2O AI, H2O AI, et là vous aurez en pratique une machine totalement vierge. Aucun jeu de données, aucune expérimentation, pas de visualisation. Et la deuxième version, vous pouvez rentrer avec training, et là vous allez avoir des jeux de données qui sont déjà installés, des expérimentations déjà faites, et ça vous permet en pratique de vous promener, de regarder, et de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc si je prends le jeu de données, que je vais par exemple sur Credit Card, que je vais dans Détail, la première chose que vous donne Driverless, c'est accès à tous les attributs que vous avez dans vos jeux de données. Il vous donne une description des distributions. Vous voyez immédiatement si c'est des distributions je veux dire, type float ou si ce sont... Pardon ? C'est le deuxième lab qu'il faut activer, celui de David Whitings, qui dure 2 heures. C'est là où il y a les jeux de données. Je suis sûr qu'activer le premier, il faut revenir en arrière et activer le deuxième. D'accord. Je t'en prie, il n'y a aucun problème. Tu veux faire une annonce peut-être ? Donc c'est le deuxième. Tu veux que je revienne en arrière sur les slides pour montrer ? C'est bien, oui. Alors, hop. Nous pouvons le faire. Donc c'est ce lab-là. David Whiting's Driverless AI, 1 GPU. Il fait chaud. C'est bon, vous êtes tous sur ce lab-là ? Non, c'est pas ça que je veux faire. Non, toujours pas. Ouais, c'est pas mal. J'y arrive. Donc Driverless va vous montrer les différents attributs, les distributions de choses comme la moyenne, le minimum, le maximum, l'écart type, enfin plein de choses. C'est quelque chose que j'apprécie bien parce que souvent sur un notebook c'est un peu compliqué à faire. Là vous avez tout directement. Et ce qui est intéressant, donc vous savez directement si vous avez des variables catégorielles ou des variables numériques ou du... Qu'est-ce que j'ai fait ? On y retourne. Non, c'est pas ça. Jeu de données, j'ai dit. Hop. Les choses que j'apprécie aussi, c'est de voir les distributions. Sur des distributions de ce type-là, souvent, si vous voulez faire des modèles linéaires, par exemple, parce que ça arrive encore, vous allez vouloir transformer ce genre de variables parce que même si vous les mettez à l'échelle, vous allez quand même avoir une version extrêmement réduite, surtout si vous avez des outliers, et ça ne suffira pas.
pratique, les modèles linéaires même n'arriveront pas à utiliser toute la plage d'informations qu'il y a là-dedans. Moi, ce que j'aime bien, c'est transformer avec des logits pour essayer de faire en sorte que ces attributs-là redeviennent aient une distribution un peu plus normale, si je puis dire. Donc ça, c'est la partie vraiment description des données. Mais vous pouvez également passer sur de la visualisation automatique. Alors je vais simplement vous montrer ce que j'aime bien. Le reste est présenté dans la documentation. Celui-là est intéressant. Driverless va vous choisir directement les attributs qui sont le plus corrélés. Et il va vous donner un scatterplot qui va vous le prouver d'ailleurs. Donc là, dans ce cas-là, il n'y en a qu'une. Et s'il trouve plusieurs paires, il va vous les donner. Donc là, par exemple, le bill amount 1 est extrêmement corrélé avec bill amount 2. C'est toujours intéressant de savoir les variables qui sont le plus corrélées. Des fois, vous allez vouloir les enlever ou essayer de réduire. L'autre chose que j'apprécie énormément, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir les distributions les plus asymétriques, parce que c'est celles qui vont nous demander souvent le plus de travail, sauf avec des solutions type gradient boosting, qui, elles, en général, ne craignent pas ce genre de choses. Mais par exemple, si vous avez des solutions réseau de neurones, vous allez devoir les transformer, très souvent. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que Driverless le fait pour vous. Et j'aime bien aussi savoir où sont les outliers. Certaines fois, vous allez vouloir les enlever, plutôt les garder. Typiquement, je les garde, parce que ça fait partie des données, sauf si ce sont des erreurs, mais ça vous permet tout de suite de les voir. Donc en pratique, Driverless va vous passer toutes les données qui possèdent des outliers. Et le correlation graph, celui-là je l'aime beaucoup. Vous cliquez sur une... Bon, alors déjà ça bouge, si vous avez des enfants, c'est pas mal. Ce que ça vous donne, si vous cliquez sur une des variables, il va vous donner les variables qui sont le plus corrélées avec et le moins corrélées. Donc en bleu, moins corrélé, et en rouge, plus corrélé. Bon, en pratique, sur ce jeu de données, ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près tout est corrélé avec sexe et mariage, enfin statut marital. Je vais revenir à la présentation si j'y arrive. Voilà. Donc c'est bon pour tout le monde, le lab, vous avez réussi à le démarrer ? Hop, on avance. Donc pour redéfinir le scope de Driverless, il reste à votre charge l'intégration des données. C'est-à-dire que Driverless ne le fait pas. Driverless ne prendrait pas, par exemple, voici les tables qu'il faut mettre ensemble et il les mettrait ensemble. Ça, c'est votre travail. Gérer la qualité des données et des transformations de base, ça non plus, c'est pas son problème. Son propos vraiment, c'est d'avoir un jeu de données avec des attributs et une cible et de le laisser tourner pour créer le meilleur modèle possible et vous l'expliquer et obtenir un modèle que vous pouvez déployer en production. Donc la modélisation de Driverless, donc on est capable d'avoir des données numériques catégorielles, des timestamps, du texte. Vous pouvez avoir des données manquantes, c'est pas un problème. On fera l'inférence qui va bien, et même la meilleure inférence pour le problème que vous avez. Driverless fait du feature engineering automatique, donc c'est là qu'on utilise en fait le plus l'expérience des Kaggle Grandmaster. Ils ont toujours plein de bottes secrètes qu'ils mettent dans le soft, qu'ils ne partagent pas toujours, mais qu'ils mettent au moins dans Driverless. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment une optimisation en symbiose. Les features et le modèle sont vraiment optimisés ensemble.
Parce que très souvent, vous allez avoir un type de feature engineering qui va marcher pour un modèle linéaire, qui ne marchera pas pour un réseau de neurones ou qui ne marchera pas pour un gradient boosting. Et en général, même ce qui marche pour un gradient boosting ne marchera pas pour un réseau de neurones. Et driverless ne choisit pas un modèle. Il va en créer plusieurs et les mettre ensemble. Et il va faire ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire utiliser les prédictions de ces modèles de base pour affiner encore plus les prédictions. Donc comme je vous l'ai dit, pour le moment on est sur de la régression et de la classification, binaire ou multinomiale, hein, c'est pas... Et on prend des séries indépendantes ou des time series, des séries temporelles. Bon, je vous passe l'aspect accélération GPU, Benoît en a parlé. Bon, et puis rien ne vous étonnera, on va plus vite quand on est sur du GPU. Bon, jusque-là, j'ai rien inventé. Donc la grosse question, c'est... Alors, c'est bien votre modèle, mais il arrive à faire quoi? En général, c'est à ce moment-là que les data scientists commencent à avoir peur. Sur une compétition BNP-Kaggle, qui était une compétition de classification, où on devait prédire si des clients allaient faire des réclamations, on est dans le top 10. C'est une compétition, je crois, où il y avait 2500 ou 3000 personnes. Cette compétition Amazon, où il fallait en pratique recommander les accès pour les nouveaux employés, driverless finit en top 5%. Donc on est 80e. Et si on pousse un peu plus, si on utilise la solution driverless comme les Kaggle Grandmasters savent le faire, on finit encore plus haut en pratique. Donc voilà, ça c'est le slide qui fait peur à tous les data scientists. Mais heureusement, l'humain arrive quand même à faire mieux. Donc l'idée, c'est pas de remplacer un data scientist, c'est de l'accompagner. Et d'accompagner les entreprises dans leur intégration de l'intelligence artificielle pour résoudre leurs problèmes. Donc on voit qu'un modèle de base, on voit ici la différence entre un modèle de base, entre driverless et le meilleur Kaggle sur la compétition. Et l'objectif aussi de driverless, c'est pas de gagner des compétitions, c'est de faire gagner nos clients. Gagner des compétitions, c'est drôle pour nous, mais l'objectif vraiment, c'est d'arriver à vous faire gagner du temps, à vous accompagner, à vous montrer où vous pouvez augmenter encore un peu plus votre marge. Et pour les data scientists, la première chose que driverless va faire, c'est de vous montrer ce qu'il fait, où il attaque, quels attributs sont les plus intéressants. Et puis à la limite, vous pouvez dire, bon bah driverless fait ça, mais moi je vais regarder autre chose. Donc en général, donc ça vous pouvez le faire vous-même, hein, si vous avez envie de jouer un peu. Si vous cliquez sur un dataset, vous allez pouvoir choisir prédire, predict. La première chose que driverless va vous demander, c'est bon, qu'est-ce que tu veux que je prédise? Pardon, qu'est-ce que vous voulez que je prédise? Je suis désolé, je suis breton, j'ai tendance à tutoyer tout le monde. Donc là, ça va être la prédiction de savoir si on fait défaut sur le prochain paiement ou pas. Et donc sur le côté gauche, vous allez avoir un récapitulatif de ce que driverless va pouvoir faire. Et ce récapitulatif-là est directement lié au temps à la qualité qu'on va lui demander, au temps qu'on va lui donner et à l'interprétabilité qu'on veut. Alors, si vous regardez bien cette liste, ça c'est la liste de toutes les transformations possibles que driverless va essayer. Si vous augmentez l'interprétabilité, cette liste va se réduire. Elle a déjà commencé, elle se réduit encore, et quand vous passez à 10, il réduit vraiment le nombre de choses qu'il peut faire. Parce qu'évidemment, quand vous demandez une interprétabilité à 10, vous voulez vraiment que ce soit interprétable. Et là, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
le temps, l'interprétabilité à 10, ça peut être utile pour une banque, par exemple, pour pouvoir dire j'ai refusé ce client, ce n'est pas biaisé, voilà les raisons pour lesquelles je l'ai fait. C'est extrêmement utile. Le temps va déterminer le nombre d'itérations que l'algorithme génétique va utiliser pour créer les features et optimiser le modèle. Donc moins vous laissez de temps, plus je dirais, ça va être juste un run comme ça pour voir ce que driverless peut faire avec les données et quels sont les meilleurs attributs. Donc là par exemple vous avez 33 itérations à 1 et si je monte à 10, on va finir à 532 itérations, ça va prendre beaucoup plus de temps. On va le baisser un peu, parce qu'on est sur des petites machines. La qualité, elle va déterminer comment on va créer les features, donc leur évolution, et comment on va générer le modèle final. Donc là, vous voyez par exemple que pour l'évolution, on va utiliser un modèle 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers pour créer les features, 1 tiers pour les valider. En revanche, pour créer le pipeline final, on va utiliser une cross-validation à 5 volets. Si j'augmente la qualité, à partir de 8, en pratique, l'évolution des features et le pipeline final va être sur le même mode, c'est-à-dire 5 volets chacun. Et donc fatalement, si je puis dire, c'est pas fatal, mais la qualité va être bien meilleure. On va baisser un peu, parce que ça risque de prendre un peu de temps. Puis en général, vous le laissez tourner. Alors en général, on regarde la roue, on espère qu'elle avance. Donc tout est début, voilà, oui, ça va super vite. Donc là, vous voyez au fur et à mesure des modèles entraînés, vous voyez l'importance des attributs. Alors là, je pense que j'étais un peu léger sur l'accuracy, donc il fait pas beaucoup de choses. Je vais aller sur une expérimentation qui est déjà faite, qui a duré beaucoup plus longtemps. Et qui va nous donner, voilà. Là, on commence déjà à voir des choses que driverless fait. On commence à avoir des noms qu'on ne comprend pas. Ça, c'est plutôt bon signe. Enfin, moi, je les comprends, je vous rassure. Mais donc, notamment, par exemple, sur le deuxième attribut, il a fait une interaction entre différents statuts. Il l'a transformé en valeur catégorielle. Et il a fait ce qu'on appelle un weight of evidence encoding dessus. Donc, il a utilisé la cible, mais de façon sans leakage. Parce que, bon, utiliser la cible, ça peut être dangereux. On sait faire ça sans leakage. Donc c'est vraiment le type de choses que fait driverless, c'est-à-dire qu'il utilise non seulement des transformations unitaires, mais il sait aussi les mettre les unes derrière les autres. Donc là, il a fait 3 transformations, par exemple. Il a mis 3 statuts ensemble, il les a transformés en valeurs catégorielles, et ensuite il les a numérisés, il les a encodés. Sur cette feature-là, il a en pratique fait du clustering sur 2 statuts. Il a calculé les distances du cluster par rapport au point d'origine. Donc une fois que le modèle est entraîné, comme je vous disais, vous pouvez télécharger le scoring pipeline. Vous pouvez télécharger l'experiment summary, donc ça c'est Badr qui vous montrera. Et vous pouvez interpréter le modèle. Et donc ça, c'est la partie MLI, Machine Learning Interpretability.
qu'on va voir ici. Prendre celle-là. Donc vous avez l'importance des features. Donc c'est vraiment la première chose qu'on vous explique, c'est quels étaient les attributs les plus intéressants pour driverless. Ces attributs qu'il a utilisés le plus. Personnellement, ce que je préfère, c'est Shapley. Là, on vous donne l'impact direct de chaque attribut que driverless AI a créé pour créer la prédiction en pratique. Donc là, c'est un impact direct. Cette feature-là, qui est une engineered feature, c'est la plus importante et c'est celle qui impacte le plus la prédiction finale. Alors quand vous allez voir des gens métiers, enfin quand vous êtes data scientist et que vous voulez parler à des gens métiers, une feature qui commence avec numcat, TE, 2 points, ça ne va pas le faire. On sent tout de suite que ça ne va pas le faire. Donc on a créé des substituts de modèles qui vous permettent en pratique de partir de vos variables initiales et d'expliquer les prédictions. Alors le modèle de substitution, c'est un modèle qu'on entraîne sur les données initiales et les prédictions de driverless. Donc c'est une approximation de ce que driverless a fait. Donc c'est pas aussi bon évidemment, mais en tout cas ça permet d'interpréter beaucoup plus facilement les données et les prédictions. Et donc là, on va avoir donc feature importance. On a un partial dependency plot. Donc ça c'est vraiment je prends le jeu de données initial, je prends une feature et je la fixe pour savoir si cette valeur-là précise va impacter la prédiction. Donc là, vous voyez que sur statut 1, si vous avez un mois de retard, le statut en fait vous donne le mois de retard que la personne a par rapport à son paiement, par rapport à la traite qu'il avait à payer. Donc si c'est 0, il la paye tout de suite. Enfin, le bon mois, si c'est -2 ou -1, c'est que soit il a payé entièrement son crédit, soit qu'il a payé sa traite complètement. Donc là, vous voyez que s'il a un mois de retard, la prédiction de défaut augmente beaucoup plus. Et pareil, si vous regardez le statut 2, c'est exactement la même chose. En pratique, ça augmente au fur et à mesure des mois de retard. Si vous n'avez qu'un mois de retard, ça augmente un peu, et 2 mois de retard augmente beaucoup plus. Ce qui tombe bien, puisque le feature importance vous dit que le plus important, c'est statut 1 et statut 2. Donc en pratique, vous pouvez aussi vérifier que ce qu'on vous dit, suivant le point de vue qu'on va vous donner sur chaque interprétabilité, que ces choses-là font sens. Donc en revanche, le fait d'avoir partial dependency plot et loco, alors loco c'est leave one out. En pratique, ce qu'on fait là, c'est qu'on prend le jeu de données et on retire un attribut et on regarde l'impact que ça a sur la prédiction. Donc c'est une autre façon de voir l'importance des données pour prédire. Alors l'idée effectivement c'est de regarder après toutes ces interprétabilités là et de voir si elles sont d'accord ensemble ou s'il y a des petites différences.